Bonjour, bienvenue au Media Lab. Nous accueillons aujourd'hui Géraldine Pinault, docteur en géographie et géopolitique de l'Institut français de géopolitique, et qui est notamment spécialisée sur la Corne de l'Afrique. Et c'est pour cette raison qu'elle est présente aujourd'hui pour animer une masterclass aujourd'hui entre 17h et 19h. Bonjour Géraldine. Bonjour Xavier. Alors j'ai quelques questions à te poser sur ta spécialité, donc la Corne de l'Afrique, oui. Et notamment sur le Somaliland, où tu as été plusieurs fois. Et donc ma question, la question principale qu'on peut se poser, puisqu'on est quand même confronté à un semi-État, ou en tout cas un territoire qui se veut indépendant depuis 1991, c'est pourquoi en fait finalement le Somaliland n'est pas reconnu comme un État à part entière. Effectivement, c'est une question qu'il est juste de se poser. Le Somaliland est un ancien protectorat britannique qui a été indépendant au moment de la décolonisation pendant 4 jours, avant de s'unir à la Somalie italienne dans un projet de l'union de l'ensemble des territoires somalis colonisés par Djibouti, en Éthiopie et au Kenya par les Britanniques, en Somalie du Sud par l'Italie. Donc aux yeux du Somaliland, qui est un État non reconnu, mais qui a tous les attributs d'un État, dans la mesure où il contrôle son territoire, il a reconstruit des institutions politiques et des institutions d'État, il a une armée, une police, une monnaie. Qu'est-ce qui l'empêche finalement d'être reconnu par les autres États en tant qu'État à part entière ? Alors au départ, les raisons qui sont données quelque part, c'est le Somaliland va à l'ONU, on lui dit demande d'abord à l'Union africaine. L'Union africaine dit demande d'abord au patron de la région qui est l'Éthiopie. Et l'Éthiopie, dont on ne comprend pas pourquoi elle ne pourrait pas reconnaître le Somaliland, dans la mesure où le Somaliland représente pour elle une alternative, notamment de désenclavement avec le port de Berbera, qui se situe au Somaliland. Mais l'Éthiopie entretient des relations diplomatiques également avec la Somalie à Mogadiscio, également avec le Puntland, qui n'est pas un État et qui n'a pas vocation à être un État, puisqu'il a déclaré en 1998 son autonomie par rapport au reste de la Somalie, mais en restant dans un projet, et notamment en poussant beaucoup le projet d'une Somalie fédérale. Donc, pour l'Éthiopie, effectivement, c'est peut-être la stabilité avec le reste de ses voisins, et également une peur intrinsèque à l'Éthiopie de perdre plusieurs autres de ses territoires, puisque l'Éthiopie a déjà accepté de rendre à l'Érythrée son indépendance en 1991. Effectivement, oui. Alors, on parle beaucoup de l'Éthiopie comme le principal État, la principale puissance en fait, économique, politique et potentiellement militaire de la région, de la Corne de l'Afrique. Alors, on sait que Abiy Ahmed a obtenu le prix Nobel l'an passé, que potentiellement ce serait, en tout cas selon la presse internationale, un homme politique différent de ses prédécesseurs. Alors, quels sont globalement les 2-3 grands défis qui attendent Abiy Ahmed en 2020 ? D'accord. Alors, effectivement, Abiy Ahmed a obtenu le prix Nobel de la paix cette année, notamment, puisque d'autres raisons ont été données, sinon on n'aurait pas très bien compris pourquoi Isaias Afewerki, qui est également dans cette paix éthio-érythréenne, donc il a obtenu ce prix Nobel, entre autres, pour avoir signé la paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Le monde se concentre sur l'Éthiopie comme étant un émergent économique. Cependant, il est vrai qu'en interne, Abiy Ahmed, qui n'a pas encore proposé un changement de régime, puisqu'il est issu du régime qui est en place depuis 1991, il a toutefois changé le nom et les structures du parti très récemment, qui était le PRDF, qui s'appelle maintenant le Parti de la Prospérité. Et donc les défis en interne sont l'insécurité grandissante en Éthiopie et notamment les nombreux conflits entre les différents groupes ethniques qui ont trait notamment aux frontières des États fédérés et la grande tension qui existe entre les tenants d'une recentralisation de l'Éthiopie, on va dire principalement l'ethnie Amhara qui était très longtemps au pouvoir avec les différents royaumes et puis pendant le Derg, et les tenants d'une fédéralisation encore plus prononcée. Donc voilà les grands défis qui accompagnent évidemment les visions d'une prospérité économique
qui est très attendu, en tout cas par les observateurs étrangers. C'est ça. Voilà. Donc là, on avait plutôt les défis internes, endogènes à l'Éthiopie. On sait également que l'Éthiopie est un pays enclavé, forcément, et qu'en géopolitique notamment, c'est une carence, ou en tout cas un inconvénient majeur. On le sait pour les Burkinabés, pour les Maliens, etc. Donc les Chinois, enfin en tout cas une entreprise chinoise, financée par l'Exim Bank of China, a réalisé ce fameux corridor ferroviaire entre Djibouti et Addis Abeba. On sait que les corridors sont essentiels pour Addis Abeba, donc pour l'Éthiopie, y compris pour le Premier ministre. On assiste depuis plusieurs années à une sorte de course au port dans la région, dans la Corne de l'Afrique, notamment avec le port de Berbera à Djibouti. Mais on peut aller... Berbera au Somaliland, de Raleigh à Djibouti, et également Lamu, Bagamoyo, enfin bref, dans tous les pays, Kenya, Tanzanie, etc. Donc est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots sur ces fameux corridors, notamment peut-être Berbera, peut-être Érythrée, qui est donc dans une relation plutôt pacifique maintenant avec l'Éthiopie, etc. Est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots de ces corridors et ces ports? Oui, alors rapidement, effectivement, ces corridors sont essentiels puisqu'aujourd'hui l'Éthiopie dépend à peu près à 80% pour son import-export du port de Djibouti. Le port de Berbera assurant le reste et ayant des espérances de monter à 30% assez rapidement. Espérances qui ont légèrement décliné l'année dernière avec la signature de la réconciliation éthio-érythréenne. Toutefois, le port d'Assab n'est pas encore... Enfin voilà, cette connexion-là et ce corridor-là n'est pas encore en fonctionnement, notamment en raison des conflits internes en Éthiopie et de la quasi-sédition, on va dire, de la région du Tigray, qui est une région frontalière. On a également potentiellement, et l'armée éthiopienne est aussi pour cette raison présente en Somalie, des volontés de corridors pacifiés, on va dire, sur le territoire somalien, qui lieraient les ports de Kismayo, Merka, Barawa, Mogadiscio à l'arrière-pays éthiopien, ou en tout cas qui permettrait, en passant par l'Éthiopie, d'accéder à l'arrière-pays centrafricain, enfin, plus loin dans l'Afrique centrale. Ouais. Et voilà. Tout l'intérêt de cette région. Pourquoi cette région? Enfin, bon, je pense que cette course au port, on la constate à peu près partout en Afrique. Mais là, on est en plus déjà dans un monde qui s'océan-indianise quelque part. On est de moins en moins dans ce monde atlantique, avec des acteurs très importants, donc la Chine, l'Inde, notamment entre autres. Entre autres. Et que cette côte de la Corne de l'Afrique a l'avantage de pouvoir contrôler à la fois l'entrée de la mer Rouge par le Bab el-Mandab, donc le golfe d'Aden qui fait la jonction entre l'océan Indien et la mer Rouge, et puis l'océan Indien. C'est ça. Et effectivement, on retrouve après ces projets infrastructurels au sein de l'Afrique, avec le PIDA par exemple. On les retrouve également avec la Chine, avec les nouvelles routes de la soie. Donc en fait, on a des projets infrastructurels interconnectés et à plusieurs échelles, ce qui est en fait à la base, la définition de la géopolitique en général. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est très intéressant sur le terrain de voir comment les acteurs locaux réinterprètent toute cette course aux infrastructures et à l'accès et aux corridors. Notamment, je pense au Somaliland. Alors le Somaliland, avec la signature par DP World du port de Berbera, les 19% qui reviennent de part qui reviennent à l'Éthiopie. On a un financement de la rénovation de la route et du corridor donc, qui mène de Berbera, passant par Hargeisa, la capitale du Somaliland, à Togwachale, qui est actuellement l'unique, on va dire, point de frontière, enfin, qui n'est pas l'unique point de frontière, mais le point de frontière le plus important. Et on constate récemment, c'est des discussions qui sont en cours depuis très longtemps, mais vraisemblablement les travaux ont commencé pour construire la route, une route qui passerait par la ville de Ballygoubadley au Somaliland, qui est à ce moment-là actuellement un gros bourg, où il y a déjà effectivement un poste frontière éthiopien, mais au milieu d'un peu nulle part, un bureau des finances du Somaliland, mais pas de route goudronnée, c'était utilisé principalement pour le commerce de bétail. Qui passait par là, voilà. Objet de ta thèse. Voilà, avec au-delà des luttes entre les États pour avoir l'accès au port, au corridor, également des intérêts des différents clans ou des différents groupes ethniques qui occupent
toute cette région et qui auraient des intérêts tout à fait objectifs à... Oui, donc on voit bien à travers ce que tu décris qu'on a des jeux d'acteurs et des rivalités d'acteurs à plusieurs échelles entre les États de la région, les clans, éventuellement des représentations à d'autres échelles plus basses. On a également tous les acteurs privés comme évidemment DP World ou China Merchants pour les Chinois du côté chinois, etc. Donc on a vraiment des tensions, des rivalités assez intéressantes à décrypter. Et ce sera donc l'objet en grande partie de ta masterclass aujourd'hui, donc le 5 février, à l'Université catholique de Lille. Tout à fait. Eh ben, je te remercie de m'avoir invité. Merci à toi, Géraldine, et merci de nous avoir suivis pour cette masterclass à venir qu'on a présentée ici au Media Lab. Merci. Merci.